Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous exceptionnel de l'émission Le Grand Déballage à travers une interview exclusive Burkina Info. Il est professeur agrégé à l'université de Ouagadougou. Il est du reste le plus jeune agrégé parce qu'il a eu son agrégation à 32 ans. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Abdoulaye Soma. Professeur Soma, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous accorder la primeur de votre sortie médiatique parce que vous avez été au cœur de la polémique, de la tourmente depuis le 10 juillet 2018. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ma première question qui se veut naturellement banale, comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Très bien. Oui. Malgré toutes les péripéties, toutes les difficultés, malgré le fait que votre nom ait été écorné dans l'opinion et tout ça? Oh, je n'ai même pas senti que le nom a été écorné. À partir du moment où on investit la scène publique, à partir du moment où on accepte de sortir de la sphère privée, d'être dans les considérations publiques, on doit savoir qu'on ne peut pas tout le temps faire l'unanimité et qu'on est aussi passible de critiques. Il faut apprendre à apprendre de ces critiques. Donc, voici ma disposition d'esprit. Vous êtes dans la dynamique de l'apprentissage alors? Tout à fait. On apprend toujours dans cette dynamique, on apprend toujours de ses expériences, on apprend toujours des autres. Quelles que soient les compétences qu'on a, quelles que soient les fonctions qu'on a occupées, on a l'humilité d'apprendre des autres. Et je mets toutes les expériences qu'on a vécues récemment sous le titre de l'apprentissage. Alors, la date du 10 juillet 2018 représente pour vous quoi exactement après l'arrêté qui a été rendu public par Madame le médiateur du Faso? Est-ce un désaveu, une humiliation, un coup dur pour votre jeune carrière dans la fonction publique burkinabé? Même pas, je suis dans la fonction publique burkinabé, je suis professeur à l'université Ouagadougou, c'est la fonction que j'occupe dans la fonction publique. La fonction de directeur de cabinet de médiateur du Faso est une fonction de nomination et à ce titre, c'est une fonction précaire, par nature, aléatoire. Le directeur de cabinet d'une institution est une personne réputée très proche du chef de l'institution du point de vue professionnel. Et c'est ce que j'ai été. Mais il est tout à fait évident que ces types de fonctions sont appelés à finir d'une manière ou d'une autre. Mais pas de cette manière. Quand même, on est appelé à se poser la question comment est arrivée cette rupture entre vous et Mme Sarah Sérémé aujourd'hui? Moi, ce que je dois constater, c'est qu'il n'y a pas de rupture en tant que telle parce qu'il n'y a pas eu de conflit. En tout cas, ce conflit n'est pas né. Il y a la cessation de fonction qui, pour moi, est normale. On peut en critiquer les manières, mais d'ici, on se concentre sur les manières et il ne m'appartient pas de critiquer les manières. Et les manières ne sont pas de mon ressort. Mon ressort, ce qui dépend de moi, c'est d'être correct à l'égard des institutions, à l'égard des personnalités, à l'égard des autorités, à l'égard du peuple. Alors quand on voit l'arrêté qui a été publié à la date du 10 juillet 2018, on a l'impression que tout ne se passait pas très bien entre vous et Madame le médiateur du Faso, parce qu'on se dit qu'on aurait pu avoir une manière plutôt souple de vous faire partie que de vous humilier, peut-être comme ça dans la presse, dans l'opinion. Oh, je n'en sais rien, mais moi je n'en ai pas senti une humiliation compte tenu des contacts que nous avons eus. Est-ce qu'elle vous avait prévenu que vous n'allez pas pouvoir travailler ensemble pendant longtemps? À un moment donné, est-ce que vous avez senti venir cette note-là? Non, mais j'étais dans la dynamique de savoir. Nous avons travaillé dans un contexte de cordialité, de confiance. Pour moi, c'est ce que je retiens. J'ai un profond respect pour les institutions et les autorités. Que la fonction soit terminée de cette façon, honnêtement, je n'en ai pas ressenti une humiliation. Parce que pour moi, c'est normal. Il faut d'ailleurs qu'on s'habitue à la cessation des fonctions nominatives. Et il faut qu'on attache aux fonctions nominatives une version d'utilité et non pas une version de durabilité. On n'accepte pas une fonction nominative pour durer. Votre séjour aura été tout de même bref. Je peux même assumer et atteindre un objectif en 2 semaines. Donc, ma considération pour les fonctions nominatives est une considération de mission. Si vous avez une mission
à exécuter. Si cette mission se termine, il est tout à fait évident que la fonction également se termine et qu'on vous remplace. Alors, de souvenirs de bonne foi, de souvenirs de très bonne foi, il se trouve que vous étiez régulièrement absent, incapable de tenir votre rang de directeur de cabinet de par vos différentes occupations. Vous êtes avocat, vous donnez des cours, vous voyagez beaucoup. C'était incompatible finalement avec votre fonction. C'est ce qui se disait. Je ne sais pas, je n'ai pas reçu... Le reproche ne vous a jamais été fait officiellement? Non, je n'ai pas reçu ce reproche et je n'ai pas lu cela dans les commentaires parce que je sais que je suis d'abord professeur d'université et à ce titre, je suis invité dans plusieurs universités du monde. Et elle a toujours signé toutes vos autorisations d'absence sans problème pour les enseignements. Avant même que je m'engage à l'activité, à la fonction, nous avons discuté de cela parce que les missions à l'extérieur, à titre d'universitaire, sont des éléments qui contribuent du rayonnement de la personne, mais aussi du rayonnement de l'institution universitaire et du rayonnement du pays. Donc nous en avons pris conscience et nous avons fixé un modus vivendi par rapport à ces missions. Donc à chaque fois, la chef de l'institution a accordé, a accepté, a été informé de ces missions. Donc ces missions étaient devenues comme quelque chose d'ordinaire. Et il n'y en a pas eu trop non plus. Donc je ne crois pas. Vous avez voyagé combien de fois depuis que vous êtes directeur de cabinet? Si vous avez une idée exacte du nombre de fois que vous êtes parti? Je ne sais pas, mais je suis parti, chaque fois que je suis parti, c'était pour des nécessités universitaires, des conférences, des enseignements. Avez-vous renoncé par exemple à des missions à l'étranger parce que l'institution vous demandait de rester? Bien sûr, quand j'ai fait des tournées avec l'institution dans les régions, il y a les images qui sont là pour le témoigner. Pour moi, dès lors que j'ai accepté d'assumer cette fonction de directeur de cabinet du médiateur de façon, je devais me mettre à la disposition de l'institution. Donc pour moi, je n'ai jamais été en défaut de disponibilité. Et la critique ne m'a jamais été faite. Donc, à partir du moment où officiellement je n'ai pas reçu la critique, je n'ai pas reçu l'observation, je considère qu'il ne s'agit que de supputation, puisque à partir du moment où la nouvelle est sortie, les gens recherchaient les raisons de la fin de cette mission. Donc on ne peut pas, à ce niveau, je ne peux pas réagir en fonction de supputation, de probabilité, etc. Mais nous parlons également d'une autre supputation qui pourrait éventuellement s'éclater au grand jour dans les semaines ou dans les mois à venir. Votre intention de créer un parti politique en vous basant sur les militants du PDC, de Sarah Sérémé, son ex-parti politique. Est-ce que c'est vrai aussi cela? Oh là, vraiment, comment cela se pourrait? Comment est-ce qu'on pourrait... Il y a été même question de réunions secrètes que vous avez eu à tenir avec des militants qui ont remonté l'information jusqu'aux responsables de l'institution, ce qui a valu votre départ de cette manière. Bon, vraiment, ce sont des commentaires que personnellement je n'ai pas lus. Parce que il ne saurait en être ainsi. Vous ne pouvez pas récupérer les membres d'un parti politique pour créer un autre parti politique. Je ne vois pas dans quel schéma. Je ne vois pas. Donc, c'est même, ça me semble même... La proximité avec Sarah Sérémé aurait pu éventuellement vous ouvrir cette possibilité. La possibilité de discuter avec des militants ou de son ex-parti politique. Je n'ai jamais été proche d'elle sur le plan politique. Vous n'avez jamais parlé de politique? Je n'ai jamais été proche d'elle sur le plan politique. Donc, le parti politique est un parti politique. Moi, je n'ai jamais eu de carte de membre d'une formation politique. Je n'ai jamais eu d'adhésion politique. Et donc, je suis appelé à une fonction qui est une fonction institutionnelle, la fonction de médiateur du FASO, non pas par proximité, parce que nous n'avons pas de parenté, nous n'avons pas une affinité en tant que telle, mais parce qu'elle a estimé qu'à un moment donné, la nation lui a confié une charge et que quand elle a fait le point des compétences au niveau national, elle a estimé que c'est mon profil qui lui convenait pour assumer ces fonctions. Nous en avons parlé, il y a tout le processus de discussion qui a amené à ce que j'accepte de servir la nation au travers de cette institution à sa demande. Alors, donc, nos rapports étaient strictement professionnels. Alors, pour beaucoup d'observateurs, un professeur comme vous, assez jeune, vous n'avez rien à faire avec le poste de directeur de cabinet d'une institution comme le médiateur du FASO. Ça a été peut-être une erreur même de votre part. Est-ce que ce n'est pas une erreur de jeunesse finalement? Non, il n'y a pas eu d'erreur. Parce que, et je dois respecter ces milliers de Burkinabés qui m'ont fait l'observation, et j'en ai ressenti un grand honneur et un grand privilège. Que plusieurs Burkinabés pensent qu'au regard
de mes contributions passées, au regard de mes compétences, j'aurais dû être appelé à un autre niveau, un niveau supérieur de responsabilité que la fonction de directeur de cabinet du médiateur du Faso. Mais je suis dans une démarche d'humilité devant la nation. Je suis dans une démarche de disponibilité envers la nation. Et j'ai estimé que si la nation considère qu'il me faut exécuter une tâche pour le développement, pour la prospérité, pour le bien-être de la nation, il y a lieu que je fasse moins de considération de ma personne que de considération de l'intérêt supérieur de la nation. Et je le dis et je le confirme aujourd'hui. Il y va de l'intérêt de la nation, que je fasse une tâche que l'on peut considérer comme basse par rapport à mon niveau. Si vraiment on me présente cela comme étant l'intérêt de la nation, j'assumerai cette tâche. Ah, donc c'est du patriotisme que vous avez voulu faire. J'ai fait, et je le dis en toute fierté, oui. Je m'écrase devant la nation. Je m'écrase devant les besoins de la nation. Je m'écrase devant l'intérêt de la nation. La nation, pour moi, est quelque chose d'ultime. Et on a des compétences utile qu'au service de la nation. Donc c'est dans cette considération, dans cet esprit de l'État, dans ce sens élevé de l'État que j'ai accepté cette fonction et j'ai pris les précautions pour expliquer aux proches que voilà mon état d'esprit par rapport à cette fonction. Est-ce que vous avez quand même une coulée d'amertume avec la suite des événements aujourd'hui? Non. Honnêtement, non. Et j'ai gardé des rapports de cordialité, de convivialité avec... Ça, c'est le politiquement correct. On sait que dans les couloirs, vous avez été tout de même un peu meurtri par la tournure des événements. Mais dans les couloirs, même chez mes proches, on ne peut même pas faire état de rumeur, d'amertume par rapport à cela, parce qu'il n'en a pas été, ni en privé, ni en public. D'abord, vous devez du respect à une personne qui a un objectif, qui a une charge assumée, mais qui estime que parmi des millions de Burkinabés, c'est vous qui pouvez l'accompagner dans cette charge. Vous devez avoir du respect pour la personne, vous devez avoir du respect pour l'institution, vous devez avoir du respect pour la fonction. Et voici ce que j'ai. Et je considère qu'une fonction nominative est forcément une fonction précaire du point de vue de la durabilité et que d'un jour à l'autre, et la coordination qu'il faut établir entre les membres de l'institution peut s'effriter. Et vous savez que la fonction de directeur de cabinet n'est normalement pas une fonction aussi basse que cela. Normalement, c'est une fonction très stratégique pour une institution. Le directeur de cabinet, c'est le deuxième personnage d'une institution. C'est l'homme de confiance d'un point de vue technique et d'un point de vue stratégique du chef de l'institution. C'est cette vision que j'ai de la fonction de directeur de cabinet de l'institution. Et c'est de cette façon-là que j'ai assumé la fonction de directeur de cabinet. Et alors, dès que vous avez une telle conception de la fonction, vous devez admettre tous les aléas, puisqu'il doit y avoir un niveau de coordination, de confiance très soutenu. Donc, à partir du moment où il y a des frictions, il faut admettre le départ. Donc, pour moi, il n'y a rien d'anormal. Vous avez parlé de... Je vous prends au mot, hein, je m'écrase pour le pays, je m'écrase pour la nation. Vous avez même dit que la nation, c'est quelque chose de très ultime pour vous. Est-ce que pendant votre poste, pendant le moment que vous avez occupé le poste de directeur de cabinet, vous avez renoncé à ces indemnités qui vous étaient versées pour le patriotisme parce que vous êtes écrasé pour la nation, justement? Oui, en fait, l'écrasement devant la nation n'est pas un aveu de pauvreté, ce n'est pas un aveu c'est un don. Donc, en fait, la nation considère que pour l'exercice de toute fonction, il y a des avantages qui sont liés à la fonction. On peut les refuser comme on peut les accepter, mais on ne saurait les dépasser. Pour moi, toutes les fonctions que j'ai eu à assumer, il n'y a jamais eu de dépassement. Il y a des fois où je n'ai pas accepté les indemnités qu'il faut, mais il y a des fois où je les accepte, mais telles qu'elles sont prévues dans les textes. Donc, c'est-à-dire telles qu'elles sont normales. Et le curseur pour moi, dans mon comportement public, dans mon attitude publique, c'est la correctitude. Donc, quand je veux poser un acte public, je me demande, est-ce que cet acte est correct? Et pour l'instant, je crois être resté dans les bornes de la correctitude. Alors, restons avec vous toujours. Vous avez dit que le directeur de cabinet est le deuxième personnage ou la deuxième personnalité donc, de l'institution. Vous avez été aux côtés de Sarah Sérimé. Vous n'êtes pas le seul à du reste quitter l'institution. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance de l'institution aujourd'hui? Vous savez... Parlez-nous franchement, le peuple vous regarde. Vous savez, moi j'ai un devoir d'honnêteté et de respect à l'égard du peuple.
Mais je dois vous dire que ça fait 3 ans que je ne parle plus, je n'ai plus de prise de position publique. Même si j'assure, toutes les sollicitations qui me sont adressées, je les assume. Parce que j'ai pris le temps aussi de former des collaborateurs qui sont capables de réagir. Mais ça fait 3 ans que je n'ai pas parlé. Ces 3 ans, je les ai mis à profit pour la maturation, pour la capitalisation, pour la culture du sens très élevé de l'État. Donc j'ai un profond respect pour les institutions de l'État. Et j'ai un profond respect pour les autorités de l'État. Donc vous me permettrez de ne pas rentrer... Tout ce développement-là pour esquiver la question. De ne pas rentrer... Mais c'est pour vous dire que si vous avez un très respect pour ce peuple qui a besoin de comprendre, vous devez lui donner les vraies versions des choses. Si on parle aujourd'hui de problèmes de gouvernance, vous êtes jeune, je pense que vous avez l'intention de voir que le pays puisse aller de l'avant, n'est-ce pas? Si c'est le cas, parlez-nous de la gouvernance au niveau du médiateur du FASO. Est-ce qu'il y a véritablement une crise de gouvernance au sein de cette institution? Moi, je n'en sais rien. J'ai été à l'intérieur de l'institution. Je pense que chaque institution a ses difficultés. Oui. Et encore plus pour l'institution médiateur du FASO, pour les charges et les missions constitutionnelles et même légales que l'institution doit assumer, la période, le contexte était très délicat. Donc, il a fallu avoir des ajustements. Donc, je mets tout cela dans le compte de ces ajustements nécessaires. Je pense que le médiateur du FASO de 2017, de 2018, n'aurait pas pu fonctionner comme le médiateur du FASO de 1994. Parce que le contexte national est assez lourd et il faut des ajustements. Donc, pour moi, l'institution est en phase de transition. L'institution est en phase d'ajustement. Et pour faire des ajustements, il faut prendre des décisions, défaire des décisions. Et pour moi, de ce point de vue, c'est peut-être un processus normal. Et je ne peux que souhaiter la stabilisation de la gouvernance de l'institution. Est-ce qu'il y a un problème de personne? Un problème de personne... Parce qu'on dit toujours, il n'y a que la locomotive qui tire les wagons. Si au niveau de la locomotive, il y a problème, c'est que les wagons vont dérailler sans doute. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème de personne dans le sens de la critique de la personne qui occupe la fonction suprême dans l'institution. Mais je sais que dans toute institution comme médiateur du FASO, il y a les collaborateurs ordinaires qui, eux, assurent vraiment la continuité de l'institution. Mais il y a les collaborateurs stratégiques que tout chef d'institution amène. Donc, quand vous êtes nommé à la tête d'une institution, il y a des fonctions stratégiques. Il y a des fonctions qui sont liées au style managérial de la personne que vous amenez. Donc, si vous pensiez qu'une personne était compatible avec un certain style managérial, que vous amenez cette personne et que vous vous rendez compte que la personne peut-être n'a pas le style qu'il faut, n'est pas adaptable à ce style, il est tout à fait normal parce que c'est du personnel sensible. Donc voici comment je considère les choses. Voici l'idée que je me fais de ce type de fonctions. Un directeur de cabinet, éventuellement un conseiller spécial, ce sont des fonctions sensibles, ce sont des fonctions très stratégiques dans une institution et il faut qu'il y ait une compatibilité managériale. Et donc dès lors qu'il n'y a pas ça, il faut trouver maintenant les moyens de sauver la tête de l'institution. Ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, de façon indirecte, qu'il faut éviter qu'il y ait une médiation au sein du médiateur du FASO pour amener la sérénité au sein de la maison? Oui, je le pense, parce que ce serait malsain. Le médiateur du FASO est une institution qui est supposée être assez stable pour apporter de la médiation. Donc, s'il y a une crise même dans le médiateur du FASO, une crise institutionnelle, évidemment qu'il faut la traiter très rapidement. Bon, je pense que les mécanismes constitutionnels et légaux permettent aux médiateurs du FASO déjà d'avoir une réaction parce que avec le pouvoir de nomination et le pouvoir de démission éventuellement, des médiateurs et des personnes aussi, il y a des personnes qui ont démissionné, il y a des personnes éventuellement qui ont été démises de leurs fonctions. Donc cela permet les ajustements nécessaires. Vous en faites partie naturellement. Quand on regarde en tout cas la tournure des événements, vous avez été démis de vos fonctions. S'il faut que j'assume un limogeage pour que l'institution se sente mieux, je le ferai. Parce que ma personne, du point de vue de l'idée que je me fais de l'État, ma personne est infiniment inférieure aux intérêts supérieurs de l'État, de la nation et de l'institution. J'ai un tel respect pour l'État, pour les institutions que
Oui. ma réputation et mon honneur personnel doivent être mis en berne par rapport à la nécessité de la réputation d'une institution déterminée. Est-ce que vous avez des sentiments de regret vu la tournure des événements? Parce qu'après votre départ de l'institution, des diffusions ont été faites sur les réseaux sociaux, des accusations ont été formulées. Est-ce que vous pensez que c'est de l'intérieur que tout est parti? Honnêtement, je suis actuellement dans de l'analyse. Tous ces éléments ont justifié pourquoi vous avez été enlevé de votre poste. On a l'impression que ça fuitait de l'intérieur pour justifier pourquoi vous avez été enlevé de votre poste. Moi, honnêtement... Vous avez vu ces publications? Honnêtement, oui. J'ai vu des publications, mais vous ne pouvez pas mettre des publications de personnes privées à la charge d'une institution officielle. Ma communication avec l'institution est une communication officielle. Donc, à partir du moment où on ne m'a jamais rien reproché officiellement, et j'ai même eu très peu de commentaires qui mettent en cause les compétences ou la disponibilité ou l'exercice des fonctions. À partir de ce moment, je n'ai pas de problème ni avec l'institution, ni avec les autorités de l'institution. Je suis à l'aise d'avoir quitté l'institution si il était nécessaire, ainsi pour que l'institution ou le chef de l'institution se sente à l'aise. Donc, je le répète encore, si on fait le point de commentaires, vous verrez peut-être qu'il n'y en a pas ou très peu de commentaires qui disent parce que la fonction a été mal exercée, la personne n'était pas calibrée pour la fonction. C'est le plus important, sinon tout le reste, non, ça parce vous dit que tout le reste sont des choses que vous ne pouvez pas reprocher à l'institution. Vous ne pouvez pas mettre sur le compte de l'institution. Quelqu'un peut même vous avoir dit que c'est parce que vous avez insulté quelqu'un d'autre dans la rue, peut-être. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est l'institution qui a dit? Et les gens sont libres d'opinion. J'attache du prix à la liberté. Donc, à un moment donné, il faut que le sens que vous avez de l'État puisse vous permettre de faire la part des choses entre la communication individuelle et la communication institutionnelle, entre la communication subjective et la communication officielle. Et je suis à cet état d'esprit. Pour moi, ce que j'ai eu à communiquer avec l'institution et avec le médiateur du Faso comme personnalité, comme autorité, n'a pas mis en cause ce que je suis, ce que j'ai fait. Alors, beaucoup vous reprochent aussi d'avoir accepté d'être directeur de cabinet d'une institution que certains souhaitent voir disparaître pour un rôle qui est un peu négligeable au sein de l'opinion, parce qu'on dit quand vous êtes en contentieux, au lieu qu'il y ait des médiations, il faut saisir la justice, parce que si on a une justice forte, on n'a pas besoin de médiation en principe. Oui, mais l'institution médiateur du Faso correspond, ça c'est ma conviction profonde, correspond à une dynamique africaine. Elle correspond aussi à une dynamique internationale. Le Burkina ne doit pas être un pays suiviste tout de même. Non, ce n'est pas du suivisme. Oui. Ce n'est pas du suivisme parce que du point de vue de notre philosophie sociale, lorsqu'il y a une difficulté, nous offrons la possibilité du recours à la justice, mais aussi la possibilité d'un règlement soft, d'un règlement pas contentieux. Et en réalité, avec un pays rural, sur lequel la moralité et les valeurs pèsent, la cordialité pèse, les mécanismes de règlement non contentieux, non juridictionnels sont d'ailleurs parfois privilégiés dans certains milieux. Donc il y a lieu que d'un point de vue de l'organisation institutionnelle de l'État, on offre la possibilité aussi de recourir à ce type d'institution. On a eu le mécanisme de l'arbre à parole. On sait par exemple aussi aujourd'hui le rôle que jouent les chefs traditionnels dans plusieurs régions dans la stabilisation des situations institutionnelles officielles. Donc de ce point de vue, je pense que c'est une institution qui peut avoir son rôle. Mais évidemment, je pense aussi que ce type d'institution, il ne doit pas en avoir plusieurs dans un même pays qui assument les mêmes charges. Voilà, il y en a beaucoup, et je pense que là, il y a un problème de calibrage institutionnel au sein de notre constitution, au sein de notre société. Il y a des regroupements forcément à faire. Je pense que l'institution doit rester, en tout cas, une institution qui joue ce rôle doit exister et jouer pleinement ce rôle et non pas qu'on puisse fractionner ce rôle entre plusieurs institutions, de sorte même à créer cette confusion institutionnelle à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc ma conviction, c'est que le médiateur de façon, en tout cas l'institution qui peut faire de la médiation dans un État, dans une société, a sa place et qu'elle doit jouer, et cette institution pleinement son rôle. Est-ce que depuis le 10 juillet, vous avez eu à communiquer avec Sarah Sérémé? Oui, mais sur des questions privées. Privé, c'est-à-dire? C'est-à-dire ces questions sociales ordinaires. C'est elle qui vous a appelé ou c'est vous qui l'avez appelé? On s'est appelé. Une fois c'était moi et l'autre c'était elle. Vous n'avez pas parlé de votre départ, absolument pas du tout. Non, c'est pourquoi j'ai parlé de questions privées. S'il s'était s'agit de ça, il aurait certainement s'agit de questions officielles. Est-ce que vous êtes vu physiquement depuis cet arrêté?
Pas encore. Pas encore. Oui. Vous avez tenté la démarche vers elle ou c'est elle qui n'a pas voulu? Pas encore. Ni l'un ni l'autre. Oui. Alors, parlons toujours donc du médiateur du Faso. C'est une institution, il y a le Haut Conseil pour le dialogue national, le Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Est-ce qu'il n'y en a pas trop finalement des institutions qui jouent le même rôle que cette institution, le médiateur du Faso? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je viens de le dire, je le répète, c'est ma conviction. D'un point de vue institutionnel, il y a une confusion, il y a une prolifération d'institutions pour jouer le même rôle. Autant je suis convaincu qu'il faut une institution de dialogue et de médiation sociale, autant je suis convaincu qu'il n'en faut pas plusieurs. Donc, à partir de là, il y a un remodelage institutionnel à faire. Et je crois que c'est une des nécessités institutionnelles de notre pays. Je reviens sur l'une des questions que je vous ai posées, parce que je tiens à votre réponse là-dessus. Avez-vous, oui ou non, l'intention de créer un parti politique? Il n'est pas exclu, dans la dynamique actuelle, que cela se fasse. Et ce n'est pas une révélation. En 2015, j'avais fait une interview radio avec vous. Vous m'avez dit ce jour-là, j'ai l'intention d'être président du Faso. Est-ce que cette intention, vous la nourrissez toujours? Mais je la confirme parce que je l'ai même dit avant, en 2011. Et je l'ai encore confirmé en 2015. Et je pense qu'une telle ambition doit habiter beaucoup de Burkinabés. Parce que non seulement elle est légitime, elle est légale et elle est normale. Voici comment je conçois l'ambition politique. Je pense que ce que je suis devenu, en termes de personnage, en termes de compétences, je ne le dois qu'à des sacrifices. Les sacrifices d'abord de mes parents, qui ont dû mettre en berne un certain nombre de besoins pour assurer l'éducation, le financement de l'instruction. Je le dois aussi à la nation, qui a entretenu un système éducatif avec des impôts, donc des sacrifices de nos compatriotes. Et à l'université, j'ai été bénéficiaire de bourses. Donc, cette bourse ne dérive de nulle part ailleurs que des sacrifices et des impôts de nos parents. Quand vous avez bénéficié d'un tel appui, que vous avez acquis des compétences, il y a lieu, en toute humilité, en toute modestie et en toute gratitude, de vous mettre totalement au service de la nation. Et comme je considère que c'était par sacrifice ultime que j'ai pu bénéficier de la formation, je dois aussi donner la dévotion ultime à la nation. Donc pour moi, il n'y a pas de chose que je puisse faire qui dépasse la nation. Donc tant que je peux avoir un niveau élevé de contribution à la vie de la nation, je la ferai. Est-ce dans les tuyaux aujourd'hui le projet de création de votre parti politique? Moi j'entends les rumeurs. J'en souris. J'entends les rumeurs, j'en souris. souris. C'est l'occasion pour vous de dire la vérité aux populations. Regardez ma considération des choses. Je ne veux pas parler de façon péremptoire. Parce que pour moi, c'est un processus d'analyse pour la décision. Est-ce qu'il est en cours ce processus justement? Est-ce qu'il est en maturation? Non, le processus ne concerne pas cela. Le processus est un processus d'analyse. Pour moi, comme je suis totalement à la disposition de la nation pour servir. Si à un moment donné... Ça, c'est déjà entendu. Si pourquoi vous ne voulez pas répondre de façon claire à cette question? Elle n'est pas aussi compliquée que ça tout de même. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter les raisonnements qui aboutissent à la réponse? Mais vous l'avez déjà fait. Mais pas encore, puisque je suis en train de raisonner. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, si à un moment donné, il n'est pas nécessaire pour moi de rentrer dans une formation politique ou de créer un parti politique pour servir la nation, je resterai ainsi et je vais servir la nation. Mais si à un moment donné, il est nécessaire pour moi de rentrer dans un parti politique ou d'avoir une formation politique pour servir la nation, je ferai cela. Mais pour l'instant, j'ai ouvert les options. Toutes les options qui peuvent me permettre de servir hautement, le plus hautement possible, la nation burkinabé, j'ai ouvert ces options. Je les ai ouvertes après 3 ans de réflexion, après 3 ans d'introspection, après 3 ans de maturation, après 3 ans de capitalisation des expériences et des compétences que j'ai pu acquérir. Êtes-vous en discussion avec des partis politiques actuellement? De l'opposition tout comme de la majorité? En discussion, pas pour adhérer, pas pour créer, mais en discussion sur des questions qui intéressent la nation parce que je parle avec tout le monde. Étant entendu que je ne suis pas encore membre d'une formation politique, je parle avec tout le monde, les autorités de la majorité, les autorités de l'opposition,
toutes les personnalités publiques. Je n'ai pas de difficulté avec aucune. Je parle avec tout le monde. Donc, je suis à la disposition et je suis ouvert à tous. Maintenant, il y a un processus d'analyse et de dialogue entre le peuple et nous. Nous devons sonder les besoins du peuple et nous devons questionner le peuple sur ce qu'il faut faire, sur ce que nous pouvons faire pour combler ses besoins, pour servir la nation. Si de ce processus de discussion entre nous et le peuple, il en ressort qu'il faut se mettre à disposition dans un cadre partisan, nous ferons ça avec tout l'honneur. Est-ce que vous trouvez votre compte aujourd'hui dans les formations politiques de l'opposition, tout comme de la majorité? Quand vous voyez la ligne politique des deux camps, est-ce que vous avez votre compte là-dedans, en tant que jeune acteur aujourd'hui? Si je ne suis pas encore membre d'une formation politique, vous avez la réponse à la question. Je dois analyser beaucoup de choses. Parce que... Ça fait longtemps, vous parlez d'analyse depuis 3 années. Maintenant, on analyse, mais finalement, vous avez eu le temps de connaître au moins les programmes politiques des uns et des autres. Et savoir ce qu'ils ont comme ambition pour ce pays-là. Oui, mais une analyse, c'est d'abord une analyse institutionnelle, programme politique, tout ce qui est officiel, mais aussi une analyse personnelle et une analyse situationnelle. Dans la situation de notre pays, qu'est-ce qu'il faudrait? Quel est le cadre le mieux adapté dans lequel il faut contribuer au développement du pays? C'est ça le questionnement. Et moi, je vous dis, comme la réflexion n'est pas terminée, j'ai laissé ouvert toutes les options. Il n'est pas exclu que les choses restent en l'état. Il n'est pas exclu que je me mette au service d'une formation politique pour proposer, faire des offres de développement à la nation. Ce n'est pas exclu. Donc, pour l'instant, je n'ai annoncé officiellement aucune nouvelle par rapport à la création d'une formation politique. Et moi, je m'en tiens à l'officiel dans mon dialogue avec le public. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la classe politique actuelle, opposition comme majorité, puisqu'ils ont commencé ensemble, on commence à avoir une classe politique gérontocratique au Burkina Faso? Je vais commencer par louer d'abord les contributions des uns et des autres. Je sais que beaucoup de personnes qui font la politique la font par dévotion, la font parce qu'on croit que par la politique on peut contribuer à beaucoup de choses. Mais il y a comme une crispation dans notre jeu politique actuel. Il y a une crispation très regrettable. Crispation à quel niveau exactement? Parce que quand vous regardez la configuration de la scène politique, on a l'impression, et c'est vérifié, que les formations politiques sont nées dans des perspectives individualistes. Tel était chef de parti, il ne m'a pas proposé comme député, je démissionne, j'ai créé mon parti politique. Vous voyez, et je le tiens en ennemi personnel. Et c'est cela. Donc on est arrivé à une situation où entre plusieurs formations politiques, il y a moins des oppositions idéales que des inimitiés personnelles ou des adversités personnelles. Ce n'est pas votre conception de la politique? Non. Alors là, ça, ma conception de la politique est très loin des considérations personnelles. Donc ce qui fait que quand un nouveau personnage arrive sur la scène politique, à l'entrée de la scène politique, quand il doit faire une option, il se pose la question, est-ce que je suis en mesure d'assumer les charges d'inimité individuelle? Parce que vous adhérez à tel ou tel parti politique, vous êtes comme ennemi, comme assumant l'inimitié et le passif de telle ou telle personne. Parfois, on n'arrive pas à assumer. Et regardez les Burkinabés, nous sommes 9 millions d'électeurs. 9 millions. Ça fait le potentiel électoral tourne autour de 8 millions aujourd'hui. D'ici à 2020, on sera à 9 millions. 9 millions. Mais quand vous faites le point des 3 élections générales passées, c'est-à-dire depuis 15 ans, il n'y a en gros que 3 millions qui votent. Alors, donc, il y a 6 millions de personnes qui sont à l'entrée de la dévotion, du sacrifice politique, mais qui n'arrivent pas encore à trouver son compte dans les options qui existent. C'est un problème. Parce que quand on est dans un système démocratique, la légitimité doit être de faire participer le maximum du corps électoral. Parce que c'est ça qui crée la décision démocratique. Mais à partir du moment où vous avez le maximum du corps électoral qui est à l'écart, qui est en latence, il faut offrir quelque chose. Est-ce un échec pour vous aujourd'hui de constater que près de 6 millions de Burkinabés sont désintéressés par la participation électorale? Est-ce un échec de la classe politique actuelle qui n'est pas parvenue à ramener tous les Burkinabés autour d'un idéal commun, à aller voter pour choisir le meilleur dirigeant pour le pays? C'est un échec systémique. C'est le système. C'est le système qui n'est pas bien calibré. Vous parlez de quel système? Mais le système politique. C'est-à-dire, quand je parle du système politique, il y a la configuration
des partis politiques, il y a la personnalité des autorités politiques, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la faute de telle ou telle personne comme individualité, c'est un défaut systémique. Collective ou voilà, quoi? C'est un défaut systémique. Donc, parce qu'il faut faire des offres. Vous voyez? Et quand vous arrivez à un endroit déterminé et que parmi l'offre, le plateau qui est disponible, vous n'avez pas d'option à faire, il y a un problème. Ça veut dire que l'offre n'est pas adaptée à la volonté. L'offre politique actuelle n'est pas bonne. Moi, je parle des analyses objectives. Alors, si elle n'est pas bonne, ça veut dire que les acteurs ne sont pas bons. Si elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'il faut récalibrer. Récalibrer en faisant quoi? Ça veut dire qu'en injectant d'autres acteurs, en injectant d'autres formats. Justement, ce qui déboule sur la création des partis de Abdoulaye Souma, sans doute. Tel que vous raisonnez, tout porte à croire qu'on s'achemine vers ce scénario-là. Moi, je ne vous nierai pas ça, parce que je vous ai dit que j'ai ouvert toutes les options. J'ai toutes les options sur le plateau d'analyse. Sur mon tableau de bord, il y a toutes les options. Vous ne craignez pas ceux-là qui ont eu toute l'expérience, toute la machine politique qu'ils maîtrisent aujourd'hui, vous ne les craignez pas, opposition comme majorité? Non, ce n'est pas une question de crainte, c'est une question de contribution. Parce qu'on ne crée pas, on ne va pas en politique contre quelqu'un. Vous avez parlé d'inimité, n'oubliez jamais. Oui, c'est ce que je vous ai dit, qui existe pour l'instant. Vous voyez, mais je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut perpétuer. Parce que c'est une situation dont il faut en avoir conscience. Et c'est une situation à laquelle il faut remédier. Parce qu'un système politique ne fonctionne que sur la base d'un minimum de consensus. Mais le consensus se construit sur des idées. Si c'est l'idée d'une personne qui vous pose problème, la personne, si elle change d'idée, vous pouvez vous entendre. Mais si c'est la personne elle-même qui pose problème, vous ne pouvez jamais vous entendre. Mais c'est ça qu'il faut changer. Il faut transformer les oppositions individuelles, personnelles, en des oppositions idéales. Et c'est ça qui fait la dynamique politique. C'est à ce résultat qu'il faut parvenir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut réussir à injecter dans le milieu politique quelque chose d'assez puissant qui est capable de faire des propositions, d'idées pour contribuer avec les autres à la transformation de notre landerneau politique. Est-ce un appel à la jeunesse burkinabé? Très clairement. Très clairement. D'après les chiffres officiels, nous sommes à 73% de jeunes. Jeunes, c'est moins de 35 ans. Faut-il bouter hors de la classe politique aujourd'hui ces anciens? Non. Il y a un renouvellement générationnel qui s'impose naturellement, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une filiation générationnelle qui doit se faire. Vous n'allez pas nier la contribution de ceux qui sont actuellement là, de ceux qui sont passés dans ce que nous sommes en termes d'acquis. Mais on ne peut pas non plus nier la nécessaire contribution de la jeunesse dans notre développement. Tout le monde dit que la jeunesse, c'est l'énergie. Avez-vous déjà vu un appareil, une machine qui fonctionne adéquatement sans énergie? Alors, il faut activer cette énergie qu'est la jeunesse, la former, la conscientiser, la responsabiliser pour qu'elle puisse contribuer au développement de notre pays. Et c'est une dynamique nécessaire, historiquement et contextuellement, à faire. En juin dernier, il y a eu un sondage qui a été publié par le Centre pour la gouvernance démocratique qui dit clairement que les Burkinabés, la population burkinabé n'a pas confiance à la classe politique actuelle. Oui, mais puisque, je vous l'ai dit, si on avait confiance à la classe politique actuelle, la majorité du corps électoral aurait déjà eu ses options. Si vous avez 6 millions de personnes qui n'arrivent pas à se décider, ça veut dire que ces 6 millions de personnes ne trouvent pas leur compte dans ce qui existe actuellement. Il faut s'en rendre compte, c'est une donnée objective. Et le CGD a raison de le révéler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut simplement le constater? Est-ce qu'il faut l'analyser, le traiter et décider? C'est cela. Le problème actuellement, c'est cela. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on a détecté un problème, il faut réfléchir sur les solutions de régler ce problème. Et quand je vous dis que je suis en réflexion, en analyse, qui a commencé depuis longtemps, qui est en phase de se terminer, il faut m'accorder le crédit de la finition de cette analyse. Une finition qui prendra certainement encore du temps, jusqu'en 2020 ou après 2020? Pourquoi pas? Parce que c'est un processus national. Il faut examiner la nation. Donc, évidemment, et il n'y a pas de précipitation, il faut être patient. Il n'y a pas de précipitation. Si vous voulez régler un problème, il faut être sûr que les solutions que vous proposez peuvent contribuer à régler le problème. Parce que si je devais faire la politique pour un agenda personnel, pour un succès personnel, j'aurais déjà fait mon choix.
Dieu a facilité un certain nombre de choses en termes de niveau d'études, en termes de contact personnel. J'aurais déjà été quelque part et éventuellement, j'aurais déjà eu des choses qui permettent de s'en sortir personnellement. Mais je n'ai pas cette conception de la politique. J'ai de la politique une conception sacrificielle, une conception de dévotion. Je pense qu'on y va parce qu'on pense objectivement qu'il y a un problème et qu'on peut contribuer à régler ce problème. Le comportement des acteurs politiques, c'est totalement différent de ce que vous dites apparemment. Alors, ce qui peut être assez intéressant hein, à vous entendre dire tout ce que vous êtes en train de développer, est-ce que ce n'est pas la pauvreté du débat politique qui amène les Burkinabés à ne pas faire confiance aux acteurs? On regarde un peu la polémique qui est née tout récemment autour du code électoral, par exemple. Mais vous avez parlé tout à l'heure du comportement des acteurs politiques. C'est le comportement des acteurs politiques qui amène les personnes à ne pas faire confiance. Parce que si on prend les discours officiels et les textes, les statuts, les programmes, on s'en sortirait. Mais après, sur le terrain, vous avez un comportement qui n'est même pas compatible avec le programme du parti. Donc, il y a un porte-à-faux. Évidemment, vous ne pouvez pas demander à la population, au peuple, aux citoyens de choisir dans un tel contexte. Donc, vous avez même identifié vous-même le problème. Mais ce n'est pas parce que le problème est ainsi qu'il faut être fataliste. Moi, je pense qu'on peut rectifier les choses parce qu'il peut y avoir des exemples. Et en multipliant les exemples de bons comportements, de bonnes attitudes, de noblesse de la politique, on peut contribuer à changer le reste. La polémique sur le code électoral était-ce opportun selon vous? Oui. Oui. Parce que, vous voyez, dans la gouvernance d'un État, il y a deux types de choses. Il y a les choses qui n'entrent pas dans le commerce partisan, c'est-à-dire qui ne doivent pas être traitées d'après un esprit partisan. Et puis il y a des choses qui entrent dans le commerce partisan, c'est-à-dire qui sont à la disposition de la majorité qui est au pouvoir. Parmi les choses qui ne sont pas du commerce partisan, il y a les questions électorales. Il y a la Constitution, par exemple. Quand on aborde ce type de questions, il faut en avoir un traitement objectif, un traitement d'intérêt général. Et pour dégager l'intérêt général, il faut de la concertation, il faut du consensus. Et je pense qu'on n'a pas pris le temps, sur le code électoral, de faire la discussion. Il y a eu le recours au niveau du Conseil constitutionnel qui a validé donc le document. Est-ce que c'est la fin du débat politique? Pour vous, il faut avancer maintenant? Non, ce n'est pas la fin du débat politique, c'est la fin du débat juridique. Le Conseil constitutionnel, d'après la Constitution, a le dernier mot en matière de validation des normes. Vous avez vu le résultat qui a été rendu public par les juges constitutionnels? Oui, j'ai lu. Évidemment, pour ce type de décision, je les lis immédiatement. Et je dois avouer que le Conseil constitutionnel, dans ce contexte, a raté l'occasion de faire œuvre pédagogique. Quand vous regardez... vous pensez que la décision n'aurait pas dû être celle-là? Non, je pense que la décision n'aurait pas dû être rendue de cette façon. Quand vous regardez la décision, après qu'on ait rappelé les faits, on liquide la décision en un seul considérant. Enfin, je pense que quand il y a eu crispation, quand il y a eu débat, quand il y a eu opposition de thèses, de position politique sur une question, quand on doit rendre une décision, il faut être explicatif. Il faut être explicite. Donc, il faut être pédagogique. Et ce n'est pas une critique que j'adresse au Conseil constitutionnel, c'est une recommandation. Et je fais ce conseil depuis longtemps. Oui. Je dis au Conseil constitutionnel, sur des questions aussi sensibles, il faut être explicatif, il faut être pédagogique pour se faire comprendre. On n'est même pas encore en train de décider, de parler du fond de la décision, mais je parle même de la mécanique, de la méthode de la décision. Oui. Alors, la façon dont vous parlez, on a l'impression qu'on a affaire à une institution qui ne joue pas pleinement son rôle ou qui n'a pas encore compris le sens élevé de sa responsabilité au sein de la population burkinabé. Je ne dirais pas ça de cette façon. Moi, je me suis imposé l'élégance et l'élégance publique. Je ne peux pas parler d'une institution en utilisant certains mots et des personnalités, parce que membre d'un conseil constitutionnel, c'est vraiment des personnages de haut niveau. Au niveau de l'opposition, que c'est une institution politisée et tout ça. Moi, je respecte les institutions, donc je ne peux pas en parler avec un certain niveau de langage, mais je dois en parler avec l'honnêteté due. Je pense que le conseil constitutionnel doit se recentrer, il doit se recadrer dans le contexte actuel, d'être plus pédagogique. Est-ce que la décision telle qu'elle est rendue est malheureuse aujourd'hui selon vous? Non, c'est le débat qui était malheureux. Parce que lorsque l'on est dans un système démocratique, en fait, on doit chercher la participation de la majorité de la population. C'est ça la démocratie. Si aujourd'hui on vous dit que vous êtes député et que vous êtes élu avec 2 personnes dans une province à 14 000, 15 000 personnes, normalement vous ne devez pas en être fier. C'est ça la démocratie. Donc, dans un système démocratique, le curseur de la légitimité se trouve dans la participation du peuple. Donc,
L'intérêt de la nation devait se situer dans la manière suivant laquelle il faut faire participer la majorité ou la majorité du peuple. Donc je pense oui, qu'on n'a pas pris le temps de cette discussion. est-ce que ce manque de pédagogie dans la décision du Conseil constitutionnel ne peut pas stimuler justement cette envie de manifester de l'opposition politique? Bien sûr. Bien sûr, et c'est ainsi dans tous les pays où on a des juridictions. L'autorité des derniers degrés doit être pédagogique. Ah, donc ils doivent porter la responsabilité des marches à venir finalement? Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, je ne l'assumerai pas. Le Vous Conseil constitutionnel n'avez pas été suffisamment conséquent dans l'explication de la Moi, je décision fais rendue. une critique statique Oui. en disant au Conseil constitutionnel, de toute façon, que ce soit maintenant ou dans le futur, il faut être plus pédagogique. Maintenant, je n'en tire pas les conséquences parce que à défaut d'être pédagogique, c'est aux autres acteurs d'en tirer les conséquences. S'ils n'ont pas compris et qu'il n'y a pas de mécanisme de compréhension possible, bon, il y a des mécanismes d'expression qui ne sont peut-être pas souhaitables. La rue, le corps électoral, êtes-vous prêt à vous associer aux leaders de l'opposition pour manifester éventuellement? Moi, j'ai le tempérament à l'élégance. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais voir la personne pour régler le problème. D'abord. Donc, dans ce schéma, je suis dans une démarche. Et cette démarche vise à faire savoir mes positions par rapport au code électoral et à susciter les réactions dues. Et c'est après que je peux aviser. Donc, vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas tranché éventuellement sur la question. J'ai mes positions, mais que je veux faire passer par d'autres canaux. Que l'opposition ne s'attende pas à voir un certain Abdoulaye Soumassou dans la rue avec elle. Ça dépend de la période de la marche. Ça dépend, puisque je suis dans un processus. Si je dialogue avec les autorités compétentes et qu'à l'issue du dialogue, il n'y a pas satisfaction, il faut utiliser les autres canaux. Je ne dirais pas, nous avons fait des marches, nous avons fait des manifestations pour défendre en ultime recours des valeurs auxquelles nous croyons. Mais pour arriver à une marche, il y a un processus. Si l'opposition estime... Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt de manifester? Mais ça dépend de ce que l'opposition a fait jusqu'à maintenant. Puisque l'opposition a discuté. Ils ont cherché le dialogue. Et moi, j'ai dit, et je l'assume, que le dialogue n'a pas été suffisant. Je l'assume. Le fait de ne pas assister au vote, par exemple, était-ce une bonne décision pour les députés de l'opposition? Moi, non. Pour moi, non. En aucun cas, pour moi, en aucun cas, un député ne doit démissionner à exprimer son point de vue. Parce que son point de vue doit être officiellement connu. Une erreur politique? Un défaut de réaction. Je vois que vous peinez à juger ces gens-là des cas parce que peut-être vous avez besoin de ces gens-là demain, on ne sait jamais. Bon, vous voyez, vous avez compris un certain nombre de choses. Et j'ai contribué techniquement pendant plusieurs années. Très réactif. Après, j'ai pris le temps que vous avez estimé long de m'asseoir sur les dossiers de l'État, d'avoir une posture d'État, d'homme d'État. Les réactions doivent être plus mesurées. Parce que quand votre voix porte, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et n'importe comment. Et il faut respecter toutes les personnes qui contribuent à l'État. Donc, quand je ne m'attends pas à quelque chose... Cela ne vous empêche pas de leur dire la vérité. Parce que la vérité aussi, quand même, est une valeur cardinale importante. Bien sûr, mais pour dire la vérité, il faut réfléchir sur la vérité. Et je ne veux rien dire sans réflexion et sans conviction. Parce qu'après, j'assume tout ce que je dis. Les Burkinabés ont été surpris de voir tout l'intérêt des acteurs politiques autour du nouveau code électoral, alors que nous avons nos compatriotes qui souffrent à l'étranger sans qu'il y ait véritablement des actions politiques en leur faveur. Curieux, paradoxal? Non, parce que quand on fait le point, en fait c'est ça le problème, quand on fait le point entre le corps électoral décisif, c'est-à-dire les personnes qui votent réellement, les 3 millions de dedans, et on fait le point du corps électoral de dehors, on se dit qu'il est même possible de gagner une élection à partir de dehors. C'est pas ce que la CENU nous dit. La CENU nous dit que le potentiel électoral visé à l'extérieur tourne autour de 2 millions. Oui, mais attendez, ça c'est le potentiel électoral. Mais depuis 1960, il n'y a aucun chef d'État qui ait pu obtenir 2 millions de voix pour être élu. Si vous prenez les 1,6 million de Roch Christian Kabore en 2015, plus les 900 000 de Zéphirin Diabré, c'est un peu plus de 2,5 millions. Il y a un fractionnement. Si quelqu'un a un positionnement tel que il peut compter sur la majorité du corps électoral diaspora, il se dit qu'il a ses chances. Parce qu'il va l'ajouter aussi à une partie du corps électoral, même minoritaire, de l'intérieur. Donc, il y a un enjeu,
par rapport au vote des Burkinabés de l'extérieur. L'enjeu est hautement politique et l'enjeu est peut-être décisif pour les élections à venir. C'est pourquoi il y a une telle crispation, une telle discussion, une telle controverse sur la participation des Burkinabés de l'extérieur. Il faut qu'on évolue dans l'émission parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. Ça va très vite avec vous, professeur Abdoulaye Sow. Moi, je voudrais qu'on fasse une escale sur les questions sécuritaires. Alors, le Burkina qui est victime d'insécurité, est-ce qu'il n'est pas temps que les Burkinabés se mettent à réfléchir sur les questions sécuritaires? Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection en 2020. C'est clair. C'est ce que j'ai dit. C'était l'une de mes dernières interventions en 2016. Et cela vous a coûté votre poste à la primature parce que vous avez été relevé de vos fonctions. Vous en avez l'habitude maintenant finalement mais en fait, il faut, comme je le dis... Avec fracas, comme on dit. Il n'y a pas de fracas. Il faut qu'on s'habitue à la cessation des fonctions nominatives. Sur une intervention sur une radio étrangère, vous avez dit que la dissolution du RSP était un coup dur pour le Burkina. On a vu que le premier conseil des ministres qui a suivi le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, on n'a pas envie de dire qu'on vous a fait partie, mais on vous a tout simplement relevé de vos fonctions. Est-ce que officiellement on vous a dit que c'est l'interview qui a fait? Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai été conseiller du chef de l'État dans la phase pré-transition, quand Isaac Zida assumait les fonctions de chef de l'État, d'une manière ou d'une autre. Cette fonction, on est allé jusqu'au bout, la fonction était terminée. On est passé à la transition. J'ai été conseiller spécial du Premier ministre. La fonction est allée jusqu'à son terme parce que la transition était terminée. C'est vous qui avez demandé à partir? Non, attendez. La transition était terminée. Maintenant, un nouveau régime arrive. Partisan cette fois-ci, c'est-à-dire résultat d'élections partisanes. Moi, je ne suis pas membre d'une formation politique. Je ne suis pas, alors parti, je ne suis pas membre de ce parti politique. Je suis conseiller spécial. Si vous prenez le statut du Premier ministre, du Premier ministère, vous verrez que les conseillers spéciaux sont des cadres hors hiérarchie administrative appelés pour gérer des dossiers stratégiques et sensibles. Comment vous pouvez vous attendre à être mené, à être maintenu pour gérer des dossiers stratégiques et sensibles par rapport à un parti politique dont vous n'êtes pas membre? Donc le départ, pour moi, était attendu et normal. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné vous-même? Non, et si je n'ai pas démissionné, c'est que je n'ai pas parlé. Parce que j'ai un respect pour les institutions. Je vais vous dire une chose. Et en janvier, j'ai reçu une lettre du barreau me disant votre dossier de demande d'inscription au barreau est valide. Mais on ne peut pas vous inscrire au barreau si vous restez dans une fonction de soumission comme conseiller spécial. Donc, quand vous allez nous faire parvenir votre acte de fin de fonction comme conseiller spécial du Premier ministre, nous allons vous inscrire. Vous voyez? Et moi, j'ai engagé la lettre disant au Premier ministre, ce n'est pas une question de rejet, mais je tiens vraiment à assumer la charge d'avocat pour contribuer d'une manière ou d'une autre, etc. Donc, je demande. Cette lettre est dans les pipelines, était dans les pipelines, donc dans les circuits de la primature. Donc, j'étais moi-même en situation de partir. Mais pourquoi vous n'avez pas rendu public cette lettre-là pour vous disculper? Parce que pour l'opinion, vous avez été débarqué de votre poste pour avoir tenu des propos concernant le respect. Ma réputation, mon honneur personnel, que vaut cela par rapport à la réputation d'une institution de la République? Pour moi-même, s'il faut que... Parce qu'il y a eu l'acte 1 au niveau de la primature, l'acte 2 au niveau du médiateur du FASO. Alors ça confirme mon sens de l'État, ça confirme mon respect par rapport aux autorités, ça confirme mon respect par rapport aux institutions de la République, ça confirme l'humilité dans la gestion des charges publiques. Parce que j'aurais pu, à chaque occasion, rétablir la vérité. Mais peut-être que la vérité aurait fragilisé soit une institution, soit une autorité. Mais je ne veux pas fragiliser les institutions. Parce que j'ai du respect pour les institutions. Voilà pourquoi je peux assumer moi-même ma propre fragilité pour laisser les institutions assumer et recouvrir totalement leurs privilèges. Alors, comment le pays est géré selon vous aujourd'hui? Est-ce qu'il est géré avec une main de fer? Est-ce qu'il est bien géré ou il est mal géré? En quelques mots. Dans une gouvernance générale, il y a des points qu'on peut apprécier, il y a des points qu'on peut déprécier. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Je suis mitigé. Je suis mitigé non pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue objectif. Nous avons quand même des chiffres, soit de l'État lui-même, soit des institutions internationales auxquelles l'État est parti. Il y a le rapport de la FAO qui est tombé. Nous sommes parmi les pays en insécurité alimentaire. Il y a un rapport qui est tombé, qui a été publié hier,
où on nous dit que nous sommes 124e sur 126 en matière de gouvernance internationale. Et il y a des rapports sur la sécurité, où on dit que notre système de sécurité a des difficultés. Vous voyez, quand vous lisez ce type de choses, au moins, même si on admet des acquis, au moins on doit admettre qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des problèmes à un certain niveau, et ces niveaux sont des niveaux élémentaires, la sécurité, l'alimentation. Vous voyez, de ce point de vue, il y a forcément un manque à gagner et il y a forcément un recadrage à faire dans notre gouvernance actuelle. Alors, Rochma Christian Kaboré, qui au détour d'une interview, on lui avait posé la question, il a accepté de reconnaître qu'il sera candidat encore en 2020. Était-ce anticipé de sa part? C'est son droit. C'est un droit constitutionnel et ce n'est pas moi, ayant appris le droit constitutionnel, qui vais nier ça à un chef d'État, ou à un citoyen même simple. Est-ce qu'il pourrait retrouver en face de lui un certain Abdoulaye Souma? Si les besoins de la nation l'exigent. En 2020, vous aurez donc 41 ans. Vous pensez que c'est l'âge idéal pour être président du Faso? Il n'y a pas d'âge idéal à partir du moment où on a l'âge de l'être, constitutionnellement. Il n'y a pas d'âge idéal. Il y a une préparation à faire. Il y a un besoin. Parce que, pour moi, l'engagement politique n'est pas de la cosmétique. Ce n'est pas juste se parler de quelque chose. Non, je prends ça profondément au sérieux. Il faut avoir quelque chose de concret à offrir, dont on a conscience que ça peut être un apport qualitatif à la vie de la nation et à la vie du peuple. Donc, avec tout ce raisonnement, vous avez bien entendu que c'est le peuple et les besoins de la nation qui doivent être au cœur d'une décision de ma part en matière politique. Vous n'excluez pas donc une candidature en 2020? Non. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Parce que c'est moi qui vous remercie. Quand même à ce qu'on parle de toutes ces questions. Il y a aussi les réformes institutionnelles et tout. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour parler. J'aurais même voulu vous poser peut-être une ultime question. Avez-vous les nouvelles de votre ancien patron, Yacouba Isaac Zida? Là, c'est fini ou pas? Enfin, votre ancien patron. L'interview est finie ou pas? L'interview se poursuit. C'est la dernière question. Pour l'instant, non. J'ai eu le comportement tout à fait correct à son égard. Quand il avait voulu voyager, ça devait être le 3 ou le 6 janvier, je suis allé lui dire au revoir à domicile. Et à partir de cet instant, tant entendu que nos rapports étaient plus des rapports professionnels, parce qu'on ne s'était pas connus avant de commencer à collaborer. On n'avait que des rapports institutionnels, professionnels. Donc, là, dans sa situation actuelle, il faut avoir une certaine affinité, une certaine proximité avec lui pour avoir les contacts qu'il faut. Donc, je suis dans cette situation. Mais moi, je vous dis une chose. Si l'intérêt du Burkina Faso exige que j'ai des contacts avec une personne, j'aurai ces contacts. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun. C'était le professeur Abdoulaye Souma. Il nous a accordé l'interview exclusive. Ça fait 3 ans qu'il ne parle pas. Merci à lui d'avoir accepté de venir à Burkina Info. Il se promène avec ce qu'on pourrait qualifier sa Bible. C'est un constitutionnaliste et il a la constitution du Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.